Laurent Wauquiez, l'invité de Preuve par 3, à quelques jours maintenant de l'élection européenne. Bonsoir et Bonsoir. merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse et Dailymotion. Vous incarnez d'une certaine manière le clivage au sein de l'UMP avec votre brûlot sur l'Europe. Il faut tout changer. Mais cela dit, vous, contrairement à Henri Guénaud, vous allez voter dimanche UMP. C'est bien cela, hein? Oui, 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 oui. pour une Oui, raison, oui. pour une raison toute simple et qui est sans équivoque, c'est que le meilleur choix possible pour ceux qui veulent changer l'Europe, aujourd'hui, c'est de voter UMP. D'accord. Alors C'est tout. néanmoins, ce livre vous attire des commentaires très durs à votre endroit, au sein de votre formation. On verra ça tout à l'heure avec Perrine Tarnot et puis avec Raphaël Hermano de Mhm. l'agence France Presse. Nous verrons comment la vague eurocritique pourrait créer un séisme politique en France ce dimanche. Vous nous direz si vous pensez que le Front National peut arriver ou non en tête dimanche, devenir donc le premier parti de France comme l'indiquent les sondages aujourd'hui. On a appris que Nicolas Sarkozy donc s'exprimait dans une tribune publiée par Le Point cette semaine sur donc l'importance de l'élection de dimanche, l'élection du Parlement européen. Est-ce que vous dites il est temps ou il était temps? Non, moi, j'ai une approche qui est très simple sur ce sujet. La parole de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui a toujours voulu changer l'Europe, est utile. Il n'a jamais caché les dysfonctionnements de l'Europe. Il n'a jamais cherché sur ce sujet à mettre la poussière sous le tapis et il a toujours plaidé pour des évolutions profondes de l'Union européenne. Et pour moi, cette lucidité est indispensable. On a besoin de politiques qui, au fond, tout en gardant une vision européenne, sont capables de dire qu'il faut faire changer l'Europe. Et si cette lucidité se traduit aujourd'hui par cette tribune, on a dit qu'il avait hésité cette dernière semaine, c'est qu'il y a le feu, il y a le feu à l'UMP, divisé, en plus fragilisé par les affaires, il y a le feu parce que le Front National profite de la désillusion européenne? Non, je pense juste que cette parole-là, un débat est utile. Et Oui. une famille politique ne doit jamais avoir peur du débat. Et au fond, un débat devient des divisions quand il n'est pas assumé. Et l'UMP a tout intérêt à assumer de pouvoir nourrir le débat et la réflexion des Français sur l'Europe. Oui, Ouais. il y a des sensibilités différentes. Oui, mais là, Nicolas Sarkozy arrive, et il va arbitrer tous les débats, justement. Non, vous ne croyez pas? C'est un débat. Et c'est un débat dans lequel la parole de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a évidemment de la valeur. Mais l'UMP a intérêt à assumer le débat et à ne pas avoir peur du débat. Hmm. Et je suis parfois un peu surpris là-dessus. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est quand une famille politique est capable de montrer sa diversité d'opinions qu'elle a de la force. Surtout qu'au fond, vous m'interrogez en me disant est-ce que je vais voter UMP? Évidemment que je vote Hmm. UMP. Pourquoi? Parce que l'UDI, pour moi, est dans l'euro-béatitude. Eux, ils sont pour un fédéralisme européen en se cachant les yeux sur les limites du fonctionnement de l'Europe. Le FN plaide pour le repli national. C'est pour moi une erreur. Et ce qui fait la famille commune de l'UMP sur le vote européen, c'est de dire au fond, on a à la fois une vision européenne, mais on est lucide sur ce qui ne va pas dans l'Europe. Oui. Je le répète, ceux qui ont envie de faire changer l'Europe, pour eux, le meilleur vote possible, c'est celui de l'UMP. D'accord, mais néanmoins, vous avez une vision différente de Nicolas Sarkozy. Vous avez été d'ailleurs le ministre des Affaires européennes. Par exemple, sur l'axe franco-allemand, lui, il le dit dans ses conférences, il faut absolument le renforcer. Vous, vous êtes contre, vous êtes Pas en du tout. porte-à-faux d'une Non, certaine non, pas manière. du tout. Moi, je suis à 300% pour l'axe franco-allemand. Je plaide pour quoi? Je plaide pour le fait de sortir d'une Europe à 28 dans lequel on est trop dilué. Ça ne veut pas dire exclure les autres pays, ça veut dire faire deux étages. Une Europe à Ah bah, 28 qui alors une Europe fonctionne. à 6, alors là, vous êtes en totale contradiction avec Nicolas Sarkozy, pour le coup. Pas du tout. Ah, Enfin, c'est pardon, mais qui plaide pour ça? Édouard Balladur avait plaidé pour cela au début des années 90. Jacques Delors avait plaidé pour cette idée de remettre un moteur au cœur de l'Union européenne. Giscard d'Estaing, qui s'est exprimé coup sur coup dans le cadre de ces élections européennes, a dit l'Europe à 28 ne marche plus. C'est exactement ce constat qui fonde les idées que j'appuie dans le livre. C'est de dire on va garder évidemment hum, ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire ce marché économique à 28, mais il faut remettre un moteur hum. dans lequel on met 6 pays, on peut en faire plus si nécessaire, Ah, mais 6 pays cohérents, non. qui Est-ce- ont la même volonté Oui. de faire une Europe avec les mêmes impôts, un budget pour faire des investissements, une vraie politique commune. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Est-ce que Nicolas Sarkozy prend un risque politique aujourd'hui en signant cette tribune? Car on n'est pas sûr que l'UMP soit en tête dimanche, je vous le disais. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy ait Hein. l'habitude d'intervenir pour ne rien dire. Et donc, je ne doute pas que ce sera une parole forte sur le sujet européen et une parole forte de changement. Et ça a du sens. Oui. C'est pour moi ce qui est important, c'est que nous comprenions, et ça vaut pour notre famille politique, qu'on peut à la fois être européen
et en même temps Oui. dire clairement qu'il faut faire changer les choses en Europe. On se souvient, il y a quelques semaines, les sarkozystes avaient porté au crédit de leur champion la vague bleue des municipales. On se souvient de la tribune, juste l'avant-veille du scrutin, quand Nicolas Sarkozy avait dénoncé les écoutes judiciaires, il avait parlé de la Stasi. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette nouvelle prise de position va peser sur le scrutin ? La tribune qu'avait faite Nicolas Sarkozy dans le Figaro n'était pas du tout une tribune qui était liée au municipal. Non. Il était intervenu sur ce qui était sa situation personnelle et les écoutes. On avait dit qu'elle avait remobilisé les électeurs de l'UMP. Les sarkozystes l'avaient dit, bien sûr. Elle avait clairement répondu aux attaques dont il faisait l'objet sur les écoutes judiciaires. J'étais maire, j'étais engagé dans la campagne municipale. Ce n'était pas une tribune sur la campagne des municipales et donc ça n'avait rien à voir. Là, qu'il y ait une parole d'un ancien président de la République sur les questions européennes, et encore une fois, pour moi, ce qui compte, c'est que c'est la parole de quelqu'un qui a toujours dit qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas en Europe et qu'il fallait être capable de faire changer l'Europe. C'est ça qui m'intéresse. Donc vous retenez les critiques essentiellement de l'ancien chef de l'État. Pas du tout. Constructives. Je retiens les deux. Les deux. Et c'est pour moi les deux qui comptent. C'est d'avoir des gens qui sont à la fois capables de dire oui, il y a des choses qui ne marchent plus et oui, on doit être capable de les faire changer. Les deux. On a entendu Jean-François Copé et François Fillon appeler à un nouveau vote sanction dimanche contre François Hollande. L'ancien Premier ministre a parlé d'une seconde raclée, un carton rouge, a dit le président de l'UMP. Est-ce que vous avez la même vision de ce rendez-vous électoral ? Non. Je n'ai pas la même vision. Pourquoi ? Moi, je considère que quand on veut que les électeurs votent, on ne les appelle pas à voter contre, on les appelle à voter pour. Je considère que quand on est dans l'opposition, on n'est pas juste là pour s'opposer, on est là pour proposer une vision. Les élections européennes, c'est des élections importantes. L'Europe, c'est plus un petit sujet. Ça nous affecte avec les normes, ça nous affecte sur l'emploi, ça peut créer ou non des conséquences sur la gestion de la politique d'immigration. Ça a de lourdes conséquences. Se contenter de dire on va voter aux européennes pour mettre un carton rouge à tel ou tel, ça n'est pas mon approche. Mon approche, c'est de dire il y a un projet qu'on propose. Je propose un projet pour l'Europe. Je propose un projet de changement profond de l'Europe. Votez pour ça. Votez et exprimez-vous sur cette question. Donc vous êtes un peu comme sur la ligne d'Alain Juppé, qui dit on se prononce sur l'Europe dimanche, et pas pour ou contre le gouvernement. Je vais vous dire, c'est pour moi un raisonnement qui est très important. Oui. Je me méfie d'une tentation qu'on peut avoir consistant à se dire, comme les socialistes échouent, au fond, on n'a rien à faire. Attendons tranquillement qu'ils échouent, contentons-nous d'utiliser l'exaspération des Français et transformons ça en carburant électoral. Ce n'est pas la bonne approche. Parce que si on veut que les Français nous fassent confiance et fassent confiance à notre famille politique, elle doit avoir le courage de conviction forte. Elle doit mettre des idées sur la table. Pour tout changer, pas attendre l'échec des autres. Justement, est-ce que vous pensez que l'élection de dimanche peut mettre fin à ce que vous dénoncez, c'est-à-dire 30 ans de dérive et d'aveuglement dans l'Union ? Ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Et le changement au niveau de l'Europe ne va pas s'arrêter à cette échéance électorale. Pourquoi ? Parce que pour moi, le rebond de l'Europe ne se fera pas uniquement sur cette élection. Il suppose de se poser des questions très fortes. La première, je l'ai évoquée, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de la dérive qu'a amené l'élargissement d'une Europe à 28 ? C'est la première question. La deuxième question, c'est comment rééquilibrer une Europe qui est trop présente sur les petites choses, les normes européennes qui exaspèrent tout le monde, trop absente sur les grands enjeux. Par exemple Erasmus, qui ne concerne que 4% des étudiants européens. C'est quand même une vraie défaillance politique qui date d'il y a quasiment 20 ans et qu'on n'a pas été capable de développer à l'aune de ce qu'on pouvait en attendre. La troisième chose, une politique industrielle qui doit être plus tournée vers un protectionnisme européen. Ah, le mot ne vous fait pas peur ? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce qu'il me ferait peur ? Les Chinois font du protectionnisme. Parce que, par exemple, vous voulez voter UMP dimanche, mais Alain Lamassoure, il récuse la notion de protectionnisme. Lui, il réclame des accords de réciprocité. Est-ce que les politiques peuvent arrêter d'avoir peur des mots ? Les accords de réciprocité, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire en clair qu'on fait du protectionnisme. Ça veut dire que les Chinois... On s'entend avec les autres pays, comme la Chine, par exemple. Vous avez raison de faire du politiquement correct, c'est toujours tellement mieux. Mais non, assumons de dire les choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Chinois ferment à 90% leur marché public. Eh bien, ça signifie que nous aussi, on doit avoir le droit de fermer nos marchés publics. Et je n'ai pas peur des mots. Ça suppose que quand on en face de soi des pays qui ne pratiquent pas totalement le libre-échange, on doit pouvoir faire du protectionnisme européen. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un scandale de dire qu'on va faire du protectionnisme européen si les partenaires ne le font pas. Il y a 20 ans, on parlait de quoi quand on parlait de l'Europe, et notamment de la politique agricole ? La préférence communautaire. Et on assumait de dire priorité aux produits agricoles européens. Ce n'est pas un gros mot. Est-ce que pour vous, le traité de libre-échange qui est à nouveau négocié depuis lundi entre l'Union européenne et les États-Unis est un motif de peur ?
Parce qu'on agite beaucoup de fantasmes, certaines craintes sans doute sont réelles. Votre avis? Mon avis, c'est qu'un traité de libre-échange n'est pas en soi une bonne chose. Et que Ah donc, bon? ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut regarder ce qu'il apporte. C'est tout simple. Et par le passé, on a trop souvent signé des traités de libre-échange pour signer des traités de libre-échange. L'exemple pour moi typique est le traité qui a été signé avec la Corée, dans lequel on a accepté que la Corée puisse exporter les produits de ses chantiers navals, alors même Hmm. que ces produits, ces bateaux, sont hautement subventionnés par l'État. A l'inverse, nous, l'Europe nous interdit d'apporter des aides d'État à nos chantiers Hmm. navals. Ça, pour moi, c'est l'exemple d'un traité de libre-échange dans lequel on a D'accord. fait du désarmement Hmm. unilatéral. Donc ce traité, je le regarderai de façon très pragmatique. Moi, je refuse de considérer que, par essence, un traité de libre-échange soit une bonne chose. S'il permet de rééquilibrer, oui, mais il y a un cas très concret qui me choque. On apprend que dans ce traité de libre-échange, des entreprises américaines se verraient autorisées à faire des recours contre des gouvernements et contre des États. Par un tribunal supranational. Oui. Exactement. Oui. C'est-à-dire, au fond, la souveraineté nationale pourrait se voir attaquée par une entreprise privée. Là, je le dis très clairement, c'est pas C'est ma bon. Bon, conception de la voilà. vie Et publique. l'Europe a la possibilité de dire non, évidemment, hein, dans les négociations. Ah, deux petites questions Et c'est encore. bien. Et c'est bien, C'est bien très bien. sûr. Alors, C'est très bien ce que vous dites là. C'est-à-dire que l'Europe puisse de temps en temps assumer de dire non. voilà. Qu'on ne considère pas comme une fatalité de vouloir à tout prix signer un traité de Alors, libre-échange. vous votez UMP dimanche, mais j'ose à peine imaginer que vous voterez pour le candidat de votre parti pour la commission, le luxembourgeois Juncker. Hein, c'est le diable, le Luxembourg. Il ne devrait même pas faire partie de l'Union paradis fiscal. Pardon, je vais être très direct là-dessus. Je ne crois pas un instant qu'on changera l'Union européenne de fond en comble parce qu'à l'arrivée, on récupérera soit Schulz, soit Juncker. Arrêtons de faire semblant. Les problèmes qu'a aujourd'hui l'Europe sont des problèmes beaucoup plus fondamentaux et Oui, mais beaucoup bon, plus bah, ça passe par structurels. des nominations quand même. Hein. Il y a bien des gens qui vont occuper les postes. Oui, bien sûr, mais on vous le voit bien aujourd'hui, Oui. c'est pas juste une petite affaire Non. d'institution et c'est pas juste une affaire de savoir quel visage vous allez mettre à la Oui. tête de la Commission. Bon. C'est une question beaucoup plus fondamentale du fonctionnement de l'Union Donc européenne. voilà, c'est votre réponse sur Juncker. Alors une réaction maintenant à la volonté exprimée ou prêtée à la famille de Leonarda de revenir en France par l'espace Schengen, puisque l'idée du père, semble-t-il, ce serait de quitter le Kosovo, devenir croate et donc profiter de l'espace Schengen. Alors tout de suite, Laurent Fabius a été très clair, il a dit c'est non, il n'y en avait pas question, ce serait une fraude à la nationalité. Vous êtes rassuré? Je ne suis pas du tout rassuré parce que je trouve que qu'est-ce que nous révèle cette affaire? Ce que nous révèle cette affaire qui est hautement symbolique, c'est que la politique européenne de l'immigration ne marche pas et qu'il y a d'immenses trous dans cette capacité qu'on a perdue de contrôler nos frontières. Le droit européen ou le droit de Schengen permet en réalité, et on le voit avec cette tentative de la famille de Leonarda, Une fraude. de contourner les rares outils de contrôle de l'immigration qu'on a au plan national. S'ils passent par la Serbie, ce qui est apparemment une de leurs tentatives, ils pourront effectivement rentrer à l'intérieur de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on a bénéficié d'accords qui permettent d'exonérer de visas et qui font l'objet d'accords de partenariat entre la Serbie et Oui. l'Union européenne, qui ont été négociés à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que même sans l'accord de la France, de tels accords d'exonération de visas ont pu être imposés. Donc pour moi, ça montre quelque chose de très simple. Schengen ne marche pas. La politique européenne de l'immigration ne marche pas. Et il est important sur ce sujet, parce que c'est une politique qui ne fonctionne pas, que les États nationaux puissent reprendre une partie de la maîtrise de leur politique d'immigration. Alors, le FN, nous l'avons dit tout à l'heure, surfe sur le rejet européen, au point d'ailleurs qu'il pourrait dimanche apparaître comme le premier parti de France, un séisme évidemment pour l'image de la France, pour François Hollande, pour le Parti Socialiste, mais aussi pour l'UMP. On en parle dans un instant, Laurent Wauquiez avec Raphaël Hermano de l'AFP. Après cet exercice, crédible ou pas, vous nous le direz, de politique fiction signé Faustine Saint-Geniès. C'est une onde de choc qui s'annonce et Marine Le Pen ne cesse de le répéter. Le Front National pourrait devenir le premier parti de France. Une hypothèse de plus en plus plausible si l'on en croit les derniers sondages, notamment grâce à l'abstention. C'est clairement aujourd'hui un vote qui s'installe dans le paysage politique, c'est clairement un vote qui est un vote de sanction, mais également d'adhésion de la part de l'électorat du Front National. C'est clairement également un vote qui montre une plus grande pénétration dans différentes classes sociales du Front National, qui ne se cantonne pas uniquement aujourd'hui aux catégories populaires. L'irrésistible ascension du FN met l'UMP sous pression. Une UMP qui n'a pas réussi à surfer sur sa victoire au municipal en raison de ses divisions internes. Que ce soit M. Guénaud, que ce soit Laurent Wauquiez, c'est vrai qu'ils expriment des avis qui sont sans doute l'expression de la crispation
et je dirais des inquiétudes et des interrogations de nos concitoyens. À l'UMP, sur ce sujet-là, comme sur quelques autres, il faudrait effectivement qu'on élève le débat et qu'on ait une ligne directrice. Au lendemain du scrutin, dimanche prochain, les différences entre les tendances à l'UMP pourraient bien s'exacerber. D'autant que Jean-François Copé, le président du parti, est affaibli par plusieurs affaires. Ce qui pose problème à l'UMP, c'est le leadership. Il n'y a pas de président légitime de l'UMP à l'heure actuelle. Il faut élire un nouveau président de l'UMP dès que possible et avoir un bureau qui fonctionne en étant réparti sur le même modèle que les motions, le fait de départager des motions comme au PS. Certains élus, notamment dans le Sud, pourraient être tentés de passer des accords électoraux avec le FN en vue des législatives de 2017. C'est d'ailleurs le rêve de Marine Le Pen, faire sauter les digues qui restent entre les deux partis. Son modèle, l'italien Gianfranco Fini, qui a dédiabolisé le parti fasciste dans les années 90 pour devenir vice-président du Conseil du gouvernement de Silvio Berlusconi. Voilà, Raphaël Hermano est avec nous, Laurent Wauquiez. Bonsoir Raphaël, notre confrère de l'AFP. Vos questions. Laurent Wauquiez, bonjour. Le FN en tête au soir de dimanche, vous y croyez ? À ce stade, je n'ai pas envie de me prononcer sur la question de savoir est-ce que le FN sera devant ou non. Il y a par contre une chose qui me surprend, c'est que certains semblent découvrir que les Français ne sont pas satisfaits de l'Europe et que ça se traduit et par un risque de vote d'abstention très important et par un risque de vote du FN. Ce diagnostic-là, c'est exactement en ayant cette conscience très tôt qu'il y a 2 mois, j'ai voulu lancer ce débat sur l'Europe. Parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de faire semblant. Oui, les Français ont une forte insatisfaction sur l'Union européenne. Mais c'est une question qui est importante de savoir si le FN arrivera devant l'UMP. Ce serait la première fois à une élection de cette importance que le FN serait premier. Symboliquement, ce serait très fort. Je vais vous répondre très franchement. Personnellement, je n'y crois pas. Mais je ne crois pas que pour autant, ça doive aboutir de notre part au fait de dire, tiens, si dimanche le FN n'est pas en tête, ça signifie qu'en fait, on s'est fait peur et qu'en réalité, il n'y a pas de sujet. Si, il y a un sujet. Et ce sujet existe, que le FN soit en tête aux européennes ou non. Ce sujet, c'est celui de l'insatisfaction des Français par rapport à l'Europe. Et notre réponse politique, elle a 2 voies possibles. La première, c'est de laisser au FN le soin de parler à cette insatisfaction européenne et d'avoir comme seule proposition celle du repli national. La deuxième, qui est celle pour laquelle je me bats, et qui est cette parole que je veux faire entendre sur l'Union européenne, qui est de dire oui, l'Union européenne nous a déçus sur un certain nombre de sujets. Mais la réponse n'est pas d'abandonner l'Europe, la réponse est de changer en profondeur l'Europe. Et je crois que les Français ne sont pas contre l'Europe, ils sont contre ce que l'Europe est devenue. Mais si on est silencieux sur cette question, si on met le couvercle sur la marmite, alors la seule réponse sera l'abstention et le vote du FN. Même si le FN n'est pas en tête et qui fait, mettons, autour de 20%, il aura au moins déjà triplé ce qu'il avait fait en 2009. Ce sera donc la première fois. Il n'y a pas quand même de quoi réfléchir aussi de la part de l'UMP, à savoir ce qui n'a pas été fait pour arriver à un tel résultat. Mais bien sûr, c'est-à-dire que, précisément, le message pour moi est assez simple. L'interprétation du scrutin des européennes ne se résume pas à la question de savoir si le FN est en première place ou non. Si on aboutit dimanche à un score important du FN, conjugué à un score important de l'abstentionnisme, ça doit être une leçon pour tout le monde. Et une leçon qui est au fond, qui consiste à dire quoi ? Qui consiste à dire que les politiques doivent arrêter de faire semblant. Qu'on doit arrêter de laisser ce débat aux européennes phagocyté entre 2 postures, soit celle de ceux qui seraient pro-européens et qui, au fond, défendent une espèce de fuite en avant avec sans cesse plus d'Europe, soit de l'autre côté, ceux qui sont contre l'Europe et qui sont pour le repli national. Si on veut répondre à, au fond, cette inquiétude qui est exprimée et qu'on voit très bien dans cette campagne des européennes, eh bien, on a besoin d'avoir un autre discours. Et cet autre discours, c'est celui d'une lucidité sur l'Europe. Oui, on peut avoir une vision européenne et en même temps avoir le courage de dénoncer ce qui ne marche pas. Est-ce que du score de dimanche pourrait dépendre aussi l'avenir des instances du parti ? On pense de son président notamment, Jean-François Copé, qui est affaibli ces derniers temps. Est-ce qu'on pourrait changer à l'occasion de ce scrutin de président à l'UMP ? J'aime pas trop, moi, cette façon de faire de la politique, où on met la tête de quelqu'un sur le billot en fonction du résultat d'une élection. Le sujet est pour moi un sujet beaucoup plus profond. Le sujet qui est plus profond, c'est quelle est la parole de l'UMP. Et avec 2 voix. La première, c'est une UMP qui, au fond, aurait peur de ses convictions, aurait peur de ses idées et ferait un filet d'eau tiède. Pour moi, à l'arrivée, ça se traduit par une montée très forte du vote FN. Le deuxième, c'est une UMP qui assume ses valeurs, assume de mettre des propositions fortes sur la table, ne se contente pas, comme on le disait
tout à l'heure d'attendre l'échec du PS, mais propose elle-même une autre vision. C'est pour cette UMP-là que je me bats. Et pour moi, la question ne se résume pas... C'est pas celle qui vous satisfait aujourd'hui, si je comprends bien. Non, mais vous savez, c'est pas ce que... Je dis non à votre question au sens où, pour moi, il y a une phrase de Renzi qui résume assez bien ça. Renzi, donc le Premier ministre italien, dit la chose suivante. Je veux faire changer mon parti pour faire changer la France, pour faire changer l'Europe. C'est exactement ça dont on a besoin. C'est ça votre ligne. Ouais. Et vous avez envie de changer le parti, donc peut-être aussi de changer la tête du parti, non? Ou de Pour moi, la ses politique instances. ne se résume jamais juste à une question de casting ou de concours de beauté. Je pense qu'on a un vrai débat à l'intérieur de notre parti, et tant mieux encore une fois. J'ai pas peur des débats. Un parti vit par son débat. Il est tué par les querelles de personnes, il vit par le débat. Et qu'on assume d'avoir ce débat entre deux visions à l'intérieur de notre famille politique, tant mieux. Moi, je me bats contre une famille politique qui ne dirait plus rien. Ça, je ne veux pas de ça pour ma famille politique. Alors voilà pour le débat. Est-ce qu'il faut changer également le parti en matière de transparence? Bon, enfin, on ne va pas tourner autour du pot. Enfin, les questions que vous posez sont des questions qui sont notamment liées aux affaires et aux révélations qu'il y a pu y avoir sur Big Malion. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais il y a deux choses en tout cas que je sais. La première, c'est que ce climat d'affaires à répétition est absolument délétère. Il tue, et à juste raison, la confiance des Français dans la politique. Et il faut absolument arriver à casser ce cercle des affaires politico-financières. Comment? La deuxième, c'est qu'il y a une seule façon de le faire. Que ce soit plaisant ou déplaisant, que les politiques l'aiment ou non, la seule réponse, c'est une transparence absolue et extrêmement exigeante. Et la seule réponse sur cette affaire, et je pense que ce sujet-là, on l'ouvrira après les européennes, c'est effectivement une transparence totale. Promise aujourd'hui. Oui, apparemment, Jean-François Copé a promis qu'il parlerait apparemment tout de suite après les élections. C'est donc ce que vous appelez de vos vœux. Je ne doute pas qu'il apportera les explications qui seront nécessaires la semaine prochaine. Et je me suis déjà exprimé là-dessus. Je n'ai pas changé d'opinion. Vous savez que j'ai fait partie des politiques qui ont voté la loi sur la transparence. On n'était pas tant que ça. Pour moi, c'est un cap qui est très clair. Je n'ai pas changé d'opinion. Sur tous ces sujets, la seule réponse, c'est la transparence totale. Est-ce que Jean-François Copé aurait pu être ignorant des éventuelles surfacturations que Big Malion dément par ailleurs? J'ai vraiment pas envie de rentrer dans ces questions. Il a dit qu'il apporterait des explications. Je pense que ces explications, elles viendront. Pour l'instant, c'est le temps de la campagne européenne. Oui. Je souhaite que ce temps soit conclu jusqu'à sa fin, c'est-à-dire dimanche. Ensuite, la semaine prochaine, doit venir le temps des explications sur les affaires Big Malion. C'est tout, chaque chose en son temps. Et je le dis clairement, pour moi, la seule voie, c'est celle de la transparence. Oui. Est-ce que cette affaire pourrait aussi, est-ce qu'à l'occasion de cette affaire, on pourrait aussi reparler de la campagne de Nicolas Sarkozy? Parce qu'aujourd'hui, Jean-François Copé dit que lui-même ne sait pas si, à cette occasion, il n'y a pas pu y avoir un financement de la campagne de Sarkozy en 2012. Ça veut dire qu'on peut aussi reparler de ça? On met tout sur la table, y compris le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai entendu ce qu'a dit Jean-François Copé et maintenant, je pense que comme tout le monde, ce qu'on attend, c'est des éléments d'explication. Ils viendront en temps et heure c'est la semaine prochaine. Vous dites on attend les explications à transparence, nous on attend les règlements de compte un peu. Hein. Non, et vous avez vu, je l'ai clairement dit, c'est un scoop pour personne qui m'est arrivé d'avoir des différences importantes par rapport à Jean-François Copé. C'est un scoop pour personne qu'il m'arrive d'avoir des positions par rapport à celles qu'il défend qui ne sont pas exactement les mêmes. En même temps, je suis dans ma famille politique et je n'aime pas un mode qui consiste à l'intérieur de sa famille politique à faire des règlements de compte de personnes en utilisant ce genre de choses. Moi, j'ai des différences et des débats d'idées, de propositions. Je n'ai pas de règlement de compte personnel. Mais on voit bien ce qui se joue derrière, c'est aussi la question du leadership au sein de l'UMP. Il va y avoir une élection en 2017, il devrait y avoir une primaire en 2016. D'ailleurs, cette primaire, vous l'appelez toujours de vos vœux? Pour moi, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que précisément, elle permettra de clarifier ce débat d'idées à l'intérieur de notre famille politique. Et qu'elle permettra de voir, au fond, entre ces deux chemins, une UMP qui serait plutôt sur une tendance timorée, de l'autre côté, une UMP qui assume ses idées, de savoir ce qu'on choisit. Et ça, c'est le point important. Est-ce que Nicolas Sarkozy aussi devrait s'inscrire dans cette primaire ou est-ce que lui, il est au-dessus de ça? Apparemment, il n'y croit pas beaucoup. Pour lui-même. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. Je lui laisse le soin de s'exprimer. Et vous-même, est-ce que vous envisagez d'être candidat? Moi, en tout cas, ce que je ferai et ce à quoi je veillerai, c'est que les idées auxquelles je crois soient portées à la primaire. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et cette ligne-là, je ne transigerai pas dessus. Si ce n'est pas vous, ça pourrait être un ticket avec quelqu'un d'autre, par exemple? Je ne fais pas de la politique de petits compromis ou de petites casseroles. En revanche, oui, ces idées-là, je veux qu'elles soient portées à l'occasion de la primaire. Parce que je pense que sinon,
Ce à quoi ça conduira, c'est une droite qui revient au pouvoir pour ne rien faire. On a fait ça pendant 30 ans, je pense que ça suffit. Pendant 30 ans, vous avez fait ça Je pense que pendant 30 ans, on n'a pas suffisamment réformé le pays. Ah, pour ne rien faire, vous avez dit. Là, c'était Oui, plus radical encore. Hein. Oh, vous savez, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Vous vous adressez le reproche à vous-même. Bien sûr, et, Oui. et je l'ai moi-même appliqué. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire mon propre travail d'autodiagnostic, je l'ai dit sans ambiguïté. Et ce soir, le mea culpa. Oui, mais qui n'est pas pour moi un scoop. C'est-à-dire, je l'ai y compris dit quand j'étais ministre de l'Emploi, il y a des choses où je considère que je ne suis pas allé assez loin. Une fois, mais pas deux fois. Ça suffit. Tout à l'heure, en vous écoutant, on a l'impression que vous banalisiez un peu la parole de Nicolas Sarkozy à propos de la tribune qui va sortir dans Le Point. Vous disiez, oui, il a raison de s'exprimer, il y a un débat. Non, la tribune avant les municipales n'a pas porté Voilà, sur le donc résultat. En réalité, c'est une parole un peu comme les autres. Est-ce que vous, comme Xavier Bertrand, vous dites qu'il a le droit de s'exprimer au même titre que Valéry Giscard d'Estaing? Non, pas du tout. Ce que j'ai dit clairement, et c'est ça pour moi qui compte, c'est la parole de quelqu'un qui a toujours voulu faire changer l'Europe. C'est ça qui compte. Et cette parole-là, pour moi, elle est importante. Elle n'est pas de même nature que la tribune du Figaro. La tribune du Figaro, c'était au fond la tribune de quelqu'un qui était attaqué au mépris, je trouve, d'un certain nombre de règles de la démocratie et qui s'exprimait. Ce n'était pas une tribune sur les municipales. Là, c'est une expression, apparemment, qui est une expression sur l'Europe. Et moi, ce qui m'intéresse dans la parole de Nicolas Sarkozy, c'est celle d'un homme qui a toujours voulu faire changer l'Europe. Ça m'intéresse. On parlait des affaires il y a un instant, Raphaël. Est-ce que la politique, selon vous, est malade de l'argent? Il y a eu les révélations sur des associations au Sénat, il y a eu donc évidemment l'affaire des frais de communication, et puis il y a Isabelle Balkany qui est en garde à vue dans une enquête financière. On ne sait pas si c'est en rapport avec l'information judiciaire qui était ouverte pour blanchiment de fraude fiscale, qui la vise, elle d'ailleurs, et son mari, M. Balkany. Vous auriez pu aussi citer les affaires de Aquilino Morel, le conseiller de Hollande, qui avait sa 30 paires de chaussures qui faisait cirer par un chaouche dans les locaux de l'Élysée. On aurait pu aussi citer l'affaire de Cahuzac. Moi, je dirais juste une chose très simple. Il y a une époque où ce n'était pas comme ça en politique. Et il y a une époque où la politique française n'était pas comme ça. Il y a une époque où vous aviez des gens Monnet qui avaient la réputation, quand ils quittaient leur ministère, d'éteindre eux-mêmes l'électricité. Il y a une époque où on avait le général de Gaulle qui avait sur son bureau 2 plumiers. Un plumier qui était payé par les services de l'Élysée parce qu'il signait les courriers officiels avec, et un plumier dans lequel il trempait son encre et qui payait lui-même quand c'était ses courriers privés. Cette intégrité, elle est plus que jamais indispensable. Et surtout à une époque où les politiques sont amenés à demander des efforts à leurs compatriotes. Donc oui, pour moi, ça reste un marqueur très fort. Je me souviens qu'on m'a souvent tapé dessus sur ce sujet en disant la transparence, qu'est-ce que c'est que tout ça, etc. Oui. Si. Il y a besoin de transparence dans la République. Raphaël, dernière question. Oui, le fait qu'il y ait une accélération dans les affaires judiciaires visant l'UMP ces derniers jours. On a parlé à l'instant de l'affaire Isabelle Balkany, l'affaire Big Malion. Est-ce que vous y voyez un hasard ou... On va être simple, bien sûr, oui, ça arrive au moment des élections, mais cette thèse du complot n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui compte, c'est qu'il puisse y avoir la vérité qui soit établie. Je ne veux pas qu'il y ait de précipitation, je ne veux pas qu'il y ait de jugement hâtif. Je ne veux pas qu'on parte à la va-vite n'importe comment, mais que les faits soient établis, c'est juste essentiel dans toute démocratie digne de ce nom. C'est tout. Ni plus, mais ni moins. Merci Raphaël. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant, juste après cette enquête de Marie Brémaud sur l'hostilité à votre endroit. Oui, Laurent Wauquiez. Et la montée en flèche, on peut le dire, au sein de l'UMP, après ce livre, Brûlot, Europe, il faut tout changer. Michel Barnier, d'ailleurs, vous a lancé cette mise en garde. Crier plus fort que Marine Le Pen, c'est dangereux. Voilà la réponse par rapport à votre argument. Il faut mettre les dossiers sur la table. Et d'autres voix s'élèvent. On le voit tout de suite. Il affirme que ce n'est pas un homme pressé. Et pourtant, à 39 ans, Laurent Wauquiez a déjà occupé plusieurs postes ministériels. Mais en politique, visiblement, les plus jeunes ne sont pas forcément les plus optimistes. Je suis plus confiant que lui dans les talents de la France, des jeunes Français, et je n'ai pas peur du monde comme lui. Je ne rêve pas de protectionnisme, je ne rêve pas de protection, car moi je fais plus confiance. Je le lui ai dit l'autre jour, je pense que nous devons être plus optimistes, nous qui sommes peut-être plus jeunes en politique en tout cas. Au sein même de l'UMP donc, ou de son mouvement La Droite Sociale, on aimerait percevoir un peu plus d'enthousiasme de la part du député maire du Puy-en-Velay. Son euroscepticisme passe mal, surtout auprès de son mentor en politique. Jacques Barrot, dans une tribune, dénonçait des idées manichéennes et dangereuses. Je pense que, s'agissant de son cas, il surfe aujourd'hui sur une opinion un peu désabusée qui semble l'Europe très lointaine, alors que l'Europe est tous les jours beaucoup plus proche.
populiste, Laurent Wauquiez, et si tout cela n'était qu'une stratégie. Ils sont plusieurs à le penser, comme si susciter la polémique était en quelque sorte une nouvelle manière de faire de la politique. C'est le privilège de la jeunesse et c'est sans doute une tactique d'émergence. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il réussit. La preuve, c'est que vous m'interrogez sur ses idées. Que ce soit sur l'Europe, le RSA ou encore la transparence, Laurent Wauquiez a souvent fait entendre une voix différente, y compris dans son propre camp. La vie politique, je la connais bien en France, a été jalonnée de météorites qui ont illuminé brièvement le ciel de leur parcours singulier. Cette attitude qui le singularise a également tendance à l'isoler. Alors c'est intéressant à l'UMP de faire parler les uns sur les autres. Bonsoir Perrine Tarnaud. Vos questions à Laurent Wauquiez. La météorite Laurent Wauquiez, on n'est jamais aussi bien servi que par ses amis, bien sûr. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux. Hein. Sur la tactique d'émergence dont parle d'ailleurs Gérard Longuet, votre stratégie finalement à vous c'est qu'il y a moins de risques à en faire trop que pas assez? Alors je vais être très simple. Ma stratégie c'est d'abord d'assumer des convictions. Sur l'assistanat, j'ai entendu exactement les mêmes discours que ce qui viennent d'être tenus. Ou au moment où j'ai posé cette question de l'équilibre en France entre les revenus de l'assistanat et les revenus du travail, les mêmes. Et que quand vous aviez parlé de cancer de la société, tout à les fait. mêmes me sont tous tombés dessus, tous, en disant quelle horreur, on n'a pas le droit de dire ça. Les mêmes, c'est-à-dire vos amis de l'UMP. Jean-Pierre vos amis de l'UMP. c'est voilà. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, ils ont réfléchi. Ils ont regardé les faits et se sont aperçus que ce qu'on disait renvoyait sûrement à un vrai problème de la France. Aujourd'hui, si vous les interrogez, ils diront tous les positions qu'à l'époque, on avait eu le courage de secouer. C'était pas tellement le problème qui les gênait à l'époque, c'était les termes que vous aviez employés, non? C'était l'un et l'autre. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'on a? La France est malade de quoi? Elle est malade d'une politique vieille, d'une politique poussiéreuse, dans laquelle on a des gens qui n'ont plus le courage de dire les choses, qui se cachent derrière les mots et qui préfèrent fuir les difficultés. Je refuse de faire ça. Je pense que la politique française a besoin à un moment de s'interroger. Ça fait 30 ans qu'on est sur les mêmes discours. Raffarin aussi dans le reportage, il dit que vous êtes trop pessimiste. Il vous reproche finalement de manquer un petit peu de souffle, de vision. Vous me permettez une remarque? Ouais. Jean-Pierre Raffarin m'a répondu quoi? Il m'a dit oui, tu as raison, l'Europe à 28 ne marche pas, mais on ne peut pas arriver à la changer. Qui est pessimiste? Moi, je crois au contraire qu'on peut la changer. Moi, je crois qu'il est toujours possible de changer des erreurs. On peut la changer, mais en se repliant sur 6 pays. Mais c'est pas du tout un repli. C'est remettre un moteur. Enfin, ça veut dire qu'on recommence quand même tout au départ. Pas du tout. C'est avoir le courage de dire oui, on a l'Europe à 28, mais remettons un moteur à l'intérieur. C'est extraordinairement optimiste. Quel défaitisme de toute cette classe politique qui considère qu'au fond, on ne peut plus rien changer, qu'on est condamné à raisonner de la même chose. Quand Jean-Pierre Raffarin me dit oui, c'était une erreur de faire l'élargissement aussi vite, mais c'est trop tard. C'est optimiste. C'est terrible comme constat de défaillance. Moi, je crois à la possibilité de changer les choses. Alors, attendez, je crois que la politique n'est jamais inscrite dans le défaitisme. Je crois qu'on peut inverser la donne. Je crois qu'un pays comme la France peut à nouveau se réinventer. Mais à une condition. À une condition, de ne pas être lâche. De ne pas fuir les difficultés et de ne pas fuir le constat. On a bien compris. Oui, il y a des choses qui position sur l'Europe, on en parle depuis le début. Alors après l'assistanat, après l'Europe engluée, ce sera quoi alors vos prochains défis là vous allez lancer à l'opinion? On a posé un problème qui était celui de la transparence. On l'a évoqué tout à l'heure. Oui, vous avez raison aussi. Quand on est un certain nombre à dire que les politiques doivent faire preuve de transparence, oui, ça crée des tensions. Vous avez dit, je veux une transparence absolue. Mais ça veut dire quoi, une transparence absolue? Vous n'avez pas développé. Ça veut dire que vous posez tout sur la table? Ça veut dire pour moi que c'est très simple, c'est que on contrôle le patrimoine des élus au début de leur mandat et à leur fin. Ça veut dire que dans l'utilisation des comptes... Ça veut dire que... Ça existe déjà. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est ce qui vient d'être adopté. Est-ce que je peux par exemple vous poser une question? Vous savez, à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat, quels sont les politiques qui ont des responsabilités professionnelles à côté? Est-ce que vous savez quand ils votent, s'ils sont ou non en conflit d'intérêts? Quand moi je suis dans ma mairie, s'il y a un conflit d'intérêts, la personne se déporte. Parlementaires. On connaît les professions d'origine, oui. Ah bon? Vous savez par exemple si si vous regardez sur le site du Sénat, par exemple, vous connaissez quelle est la profession de chaque sénateur. Vous êtes capable par exemple de me dire si un parlementaire qui a par exemple une responsabilité d'avocat a traité avec telle ou telle entreprise? Est-ce que vous êtes capable de me donner cette réponse? Alors ça, effectivement, il fallait après regarder sur le cabinet d'avocats en question. On est d'accord. Vous ne pouvez pas avoir cette réponse. C'est impossible. Aujourd'hui en France, c'est pas possible. Dans n'importe quelle démocratie, c'est possible. Après, c'est aussi des moyens de contrôle. Oui, mais tout ça, juste, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? On parle de ça tout simplement pour dire quoi? C'est qu'au fond, si jamais vous ne voulez rien dire, et si vous restez bien dans le filet de la pensée unique, il n'y a pas de problème, tout va bien, vous n'avez que des amis, et vous faites de la politique pour ne rien faire.
Je ne veux plus faire de la politique pour ne rien faire. Donc la transgression, c'est la bonne stratégie. C'est pas ça. C'est que dans un pays qui est malade, dans un pays qui va mal... C'est pas forcément négatif, hein, transgression. Non, et moi j'assume la transgression, j'ai pas de souci. Ouais. Mais le sujet, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond. La question de la stratégie politique qui est décryptée par toute cette génération qui visiblement a beaucoup fait de stratégie politique. Moi, mon analyse, c'est que le pays va pas bien. Et qu'un pays qui va pas bien a besoin de se poser des idées neuves. Et que des politiques qui répètent sans cesse les mêmes slogans n'apportent pas d'idées neuves. Oui, je pense qu'il y a besoin d'une relève, il y a besoin d'une nouvelle génération. Au prochain combat, alors sur les idées neuves, vous n'avez pas dit. Je pense que par exemple... L'Europe, on a compris, on a la stratégie, mais dans les réelles convictions. Ouais. Réelle conviction que je défends. Hein. Le protectionnisme européen, j'en parlais il y a 3 ans, je n'ai pas changé d'avis. La question de l'assistanat, j'en parlais il y a 4 ou 5 ans, je n'ai pas changé d'avis. Les classes moyennes, sujet que j'avais mis sur la table il y a 5 ans, dans lequel à l'époque j'avais aussi été très critiqué par les mêmes. Aujourd'hui, je constate que ça devient un thème qui s'est imposé dans l'opinion publique. Sur la décentralisation, finalement, on a l'impression que l'UMP fait du clivage pur et dur, c'est-à-dire il s'oppose au projet du gouvernement pour s'opposer, alors que Jean-François Copé lui-même voulait la suppression des départements. Quelle est votre position à vous? Est-ce qu'il faut remettre tout à plat concernant le millefeuille territorial? Est-ce qu'il faut supprimer les départements? Est-ce qu'il faut réunir les régions? Parce que la modernité, c'est de soutenir le projet du gouvernement. Il y a un point qui me gêne dans tout ce débat, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on oublie, c'est l'État. Quand on parle de tout ça, on ne parle que de décentralisation. On donne au fond le sentiment que la décentralisation en soi est bonne et que confier plus de pouvoir sans cesse à des départements ou à des régions serait une bonne chose. Parce que, 1, on cherche à faire des économies et puis 2, il y a quand même une dispersion des pouvoirs locaux. Ben, je vais poser quelques questions. Est-ce que ça fait des économies? Non. À long terme, les régions? À long terme, a priori, oui. Non. Les régions ont considérablement augmenté la dépense locale. Si vous allez dans les hôtels de région, vous allez tout de suite comprendre que ça ne fait pas d'économie. Si vous voyez la réalité des dépenses locales dans les collectivités régionales, vous allez tout de suite comprendre que ça ne fait pas d'économie. C'est le pays européen à avoir différentes strates, des maires, des intercommunalités, des départements, des régions. Ce que je dis et que j'aimerais bien qu'on se pose comme question, c'est quelles sont les fonctions qui méritent d'être décentralisées, quelles sont celles qui mériteraient d'être à nouveau exercées par l'État. Pour moi, par exemple, la politique en faveur des personnes âgées, c'est une erreur de la confier à des collectivités locales. Parce que ça aboutit à des collectivités locales très différentes. Certaines sont riches, peuvent faire beaucoup de choses. D'autres sont pauvres, ne peuvent pas s'occuper de leurs personnes âgées de la même manière. Ce doit être de vrais engagements nationaux alors. Exactement. Une vraie politique nationale. Et ce qui me gêne Idem là... pour le RSA? Idem pour le RSA. Ce qui me gêne là, c'est qu'on est dans une espèce de fuite en avant où semble acquis que quoi qu'il arrive, il faille plus de décentralisation. Donc on fait quoi? Eh bien donc il y a certains moments où il faut à mon avis remettre de la solidarité nationale. Et ce que j'aimerais à l'occasion de ce débat, c'est que ça ne se réduise pas à la question de savoir est-ce qu'on supprime le département ou les régions, mais qu'on se pose la question de savoir telle politique, qui doit l'exercer. La politique en faveur des personnes âgées, pour moi, c'est une politique... Aussi le gouvernement, oui. Pour l'instant, on n'y est pas. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, celle-là, est-ce que oui ou non, c'est une politique de solidarité nationale? Pour moi, c'est une politique de solidarité nationale. Mais est-ce qu'on touche à quelque chose dans l'organisation du millefeuille territorial? Mais bien sûr. Je suis maire de ma commune. La première chose que j'ai faite, c'est de rapprocher les services de toutes les communes pour essayer d'éviter qu'on ait du millefeuille. Donc je n'ai aucun problème là-dessus, ça ne me choque pas une demi-seconde. Je voulais juste revenir d'une question quand même, toutes les attaques qu'il y a eu, qui sont venues de votre camp, de la part de l'UMP, de Jacques Barrot qu'on a entendu dans le reportage, qui vous a quand même mis le pied à l'étrier. En politique, est-ce que ça vous a touché, est-ce que ça vous a blessé à un moment? Vous savez, c'est jamais agréable. Et c'est jamais agréable de voir à quel point, dès que vous essayez de mettre un débat sur la table, il y a une espèce de déferlement de politiquement correct. Et au fond, on a l'impression qu'il y a des censeurs... Vous ne pouvez pas dire ça de Jacques Barrot, qu'on a vu meurtri par vos prises de position. Il a eu des mots très forts quand même. Jacques Barrot est juge constitutionnel. Ce n'est pas un politique. Il n'est pas dans le débat politique et il a une position de neutralité. C'est un juge constitutionnel aujourd'hui. Et le juge constitutionnel ne doit pas s'exprimer dans le débat politique. Et d'ailleurs, Jacques s'est exprimé avec beaucoup de retenue. Je m'en explique dans le livre. Jacques Barrot, c'est pour moi un père spirituel. C'est quelqu'un pour qui je garde une très profonde affection. Mais Jacques, il défend une Europe qui est l'Europe que lui a connue. Cette Europe-là, c'est plus celle qu'on a aujourd'hui. L'Europe qu'on a aujourd'hui, elle a trahi l'esprit des pères fondateurs. Et je comprends, je le dis d'ailleurs dans le livre, à quel point ça peut être douloureux pour des personnalités, des figures comme Jacques Barrot, qui ont cru dans cette Europe, qui se sont battus pour. Aujourd'hui, croire dans l'Europe, c'est avoir la force de dénoncer ces dérives et de proposer des changements. Vous êtes expliqués tous les deux? Bien sûr, Jacques est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Après, on peut avoir des différences sur l'Europe. Il s'est parfois exprimé avec peut-être un tout petit peu de violence, mais c'est pas le... Pour moi, je respecte et j'ai une profonde affection pour lui, je ne sors pas de ça.
Deux questions d'actualité pour terminer. On parlait de transparence tout à l'heure et de déontologie. Henri Guénaud qui propose une résolution à l'Assemblée nationale en sa propre faveur, c'est-à-dire pour le protéger de poursuites judiciaires engagées à son encontre, des insultes à magistrats dans le cas de l'affaire Bettencourt. Il est complètement à côté de la plaque, Henri Guénaud. Attendez, il faut bien qu'on mette les points sur les i. Vous connaissez Montesquieu? Montesquieu a posé quoi comme fonctionnement de base de la démocratie? Séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs et liberté d'expression. Oui. Fondamentale. D'accord. Bon. Qu'un député puisse s'exprimer et donner son avis sur le fonctionnement de la justice dans son pays, c'est normal. Et profiter de sa position de député pour déposer une proposition de résolution sur son propre cas à l'Assemblée nationale. Est-ce que si vous disiez, si vous, journaliste, oui. vous disiez, les magistrats ont enfreint, à mon sens, les règles de la démocratie et sont allés au-delà de ce qu'ils devaient faire, vous auriez raison. C'est votre liberté de journaliste. Vous avez votre liberté de parole et d'expression. Là, Henri Guénaud, il cherche à peser sur son propre cas. Non, mais c'est pas du tout sur son propre cas. Il cherche à défendre sa liberté d'expression. Je vais vous donner un petit scoop. Si vous étiez traîné devant la justice parce que vous auriez critiqué les juges, je serais le premier à venir vous défendre. Il ne faut pas nous mettre à la place. D'accord. Vous n'hésiterez pas à vous en souvenir. Il ne faut pas nous mettre à la place d'Henri Guénaud. Lui, il fait la loi comme vous. Et alors Mais ça s'appelle la démocratie. Il a le droit de s'exprimer comme vous. Et un député, un parlementaire a le droit à la liberté d'expression comme un journaliste. Donc, aucune confusion des genres. Tout, là, vous dénoncez éventuellement les conflits d'intérêts. Là, vous n'en voyez pas. Non mais pardon, il n'est pas accusé pour un trafic d'influence, il n'est pas accusé pour de l'argent, il est accusé pour avoir une parole. Oui, des injures. Et des injures, c'est-à-dire il a dit que les magistrats étaient allés, avaient été indignes, des injures. Il a dit que les magistrats avaient été indignes. C'est des injures catastrophiques, mais il faut l'interner immédiatement, Henri Guénaud. Il faut lui mettre le bâillon sur le visage et le faire taire. Arrêtons. Attendez. Mais enfin, c'est pas très bien compris de l'opinion publique quand même. Alors, une autre question d'actualité. Moi, je vais vous dire, ce qui n'est, à mon avis, pas très bien compris de l'opinion publique, c'est effectivement qu'on ait le sentiment qu'on ne puisse émettre aucune critique sur le fonctionnement de la justice. On a le droit de s'exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer. Est-ce que les TER vont pouvoir rentrer dans la gare du Puy-en-Velay Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Avec cette histoire de rame trop large, dans certains cas de figure, tout le monde demande aujourd'hui la tête des patrons de la SNCF et Réseau Ferré de France, surtout la tête du patron de la SNCF. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? D'abord, la première chose que je constate, c'est qu'on a totalement perdu le bon sens. Il faut quand même que c'est quand même fou. Enfin, c'est la première chose qui peut nous choquer. Pour quelques dizaines de centimètres, on va payer une facture en dizaines de millions d'euros. Ce pays est devenu fou. On a vraiment perdu le bon sens. Toutes ces normes qu'on a dans tous les sens sont en train de tuer le pays. La deuxième remarque, c'est que je trouve quand même que le gouvernement s'exonère très rapidement de ses responsabilités et qu'il y a un petit réflexe de Ponce Pilate. Voilà un ministre des Transports. À quoi il sert? C'est-à-dire qu'au fond... Il n'a pas mesuré l'écartement des rails ou des quais. Pardon. C'est un projet qui a au moins 3 ans, donc il n'était pas en poste, Frédéric Cuvillier. C'est juste un projet structurant. Et là, ça sort et il découvre le problème et il dit le système ferroviaire est gravement défaillant. Mais il sert à quoi? Il est en train de constater que le système ferroviaire est gravement défaillant. C'est lui qui devrait démissionner? Je pose juste la question, il est depuis 2 ans ministre des Transports. Il a fait quoi? Il découvre le dossier? Deuxième point, Ségolène Royal. Ségolène Royal nous dit il est hors de question que quelqu'un d'autre que les responsables paye. C'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Qui sont les responsables? Ce sont des autorités publiques, ce sont des EPIC. Qui va payer à l'arrivée? C'est évidemment l'usager et le contribuable, c'est lui qui payera. Et nous faire croire en disant non, mais vous inquiétez pas, c'est les autres qui payeront, c'est une vaste supercherie. Donc je trouve quand même que sur ce dossier, il y a à mon sens une grande facilité du gouvernement qui, le plus vite possible, s'est déchargé de sa responsabilité. Moi je pose la question simplement, ils sont ministres, c'est dans leur portefeuille de responsabilité, qu'ont-ils fait? C'est tout. Eh bien, la question est lancée. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Merci, Perrine. Je vous retrouve dimanche pour la soirée spéciale sur Public Sénat, la chaîne parlementaire Assemblée nationale, bien sûr, pour la soirée des résultats de l'élection européenne, et avec vous-même, Perrine, puisque vous serez avec le Front National. Tout à fait, je passe qui va nous occuper, je pense, une bonne partie de la soirée. Merci encore, Laurent Wauquiez. À très vite. Merci.